Bonjour les amis, c'est un endroit pour les gens qui suivent mes vidéos, en fait vous connaissez, hein, c'est les fours à chaud. C'est un endroit que j'ai un peu visité, dont j'ai parlé essentiellement dans ma première vidéo. Voilà, on refait un petit tour. Donc là on est là, à l'intérieur. D'un four à chaud. En fait, je voulais faire une petite vidéo qui est plus ou moins en lien avec la précédente, parce que dans la précédente, en fait celle où j'apporte mon soutien aux gens qui essaient d'ouvrir les yeux sur des sujets essentiels, donc qui essaient d'ouvrir les yeux à ces gens qui sont encore lobotomisés par les médias de masse. J'ai notamment parlé des vaccins et en plus général du lobby pharmaceutique. Et je parlais de gens en fait qui décrédibilisaient les... je vais appeler ça comme plutôt les éveilleurs, comme ça, voilà. Donc qui décrédibilisaient les éveilleurs, donc qui sont ces gens qui sont souvent des professionnels indépendants, qui font des enquêtes indépendantes, qui ne sont pas commandités par les labos, donc qui viennent forcément faire contrepoids aux enquêtes officielles qu'on lit dans les médias, qui la plupart du temps sont commandités évidemment par les labos, hein. Donc je faisais notamment, entre autres, c'est pas un labo pharmaceutique, mais c'est un peu le principe. Il y a quelques années, Nokia qui a commandé une enquête par rapport au danger potentiel des ondes GSM sur le cerveau, sur l'être humain. Et évidemment, il s'est avéré que il n'y a pas de problème, quoi. Bon, ce qui est tout à fait logique, puisque ils commanditent une enquête et ils vont pas cracher dans leur soupe, quoi, vu que c'est leur business. Et donc en fait je voulais faire une petite vidéo, ça m'a rappelé un bouquin que j'avais lu récemment, où donc on traite un petit peu, il y a un chapitre qui traite sur le milieu en fait des publications scientifiques. Donc les scientifiques actuels doivent forcément passer par des publications. Et vous allez voir que quand on se penche un petit peu sur le sujet, il y a aussi un lobby qui contrôle le monde des publications médicales. Donc bon, pour spoiler le truc, évidemment, on peut s'imaginer qu'il y a un lien de... on va dire... un lien de cause à effet, quoi, en fait, hein, voilà, mais on va découvrir ça. Je vais vous parler du sujet un petit peu plus en profondeur. Ouais, donc en fait si je parle de ça, c'est parce que c'était plutôt pour montrer aux gens qui ont tendance à décrédibiliser les chercheurs de vérité, en les faisant passer pour des crétins, des doux rêveurs, des abrutis, que il faut pas non plus être à fond trop confiant en fait dans les études scientifiques, quoi. Et en général ces gens-là ils opposent souvent comme argument justement des études scientifiques,
qui sont financés par les labos. Donc voilà, c'est un petit peu pour remettre l'église au milieu du village. Maintenant, je vous parlais d'un livre. C'est un livre donc, qui s'appelle Mythes et réalités de la science, des principes fondamentaux à la fuite en avant du transhumanisme. Et donc c'est un livre qui a été écrit par Jérôme Alzan, qui est lui-même un scientifique, donc qui connaît très bien le milieu de l'intérieur. C'est un scientifique, je crois, qui est né en 74. C'est un bouquin, voilà, je vous montre un peu la couverture. Voilà. C'est un bouquin qui est publié chez Contre-Culture. Voilà. Et donc ce monsieur traite un petit peu de... Donc il est docteur en physique. Il était militaire il était scientifique pendant qu'il faisait son service militaire. Il a bossé à la Dublin City University. Et puis dans la région parisienne, dans la recherche. Il a publié beaucoup d'articles scientifiques dans des revues scientifiques, notamment internationales. Et là, il est prof actuellement dans une école préparatoire privée. Voilà pour le CV du monsieur. Et donc son livre, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il faut pas être scientifique, faut pas avoir bac+12 pour comprendre ce qu'il raconte. Il fait un très bon boulot de vulgarisation. Et il divise son livre en plusieurs chapitres. Donc notamment le premier, c'est tout ce qui concerne le monde de la recherche. Puis dans le deuxième chapitre, il développe en fait les concepts fondamentaux de la science. Donc il redéfinit en termes très simples, par exemple ce que c'est l'énergie, l'entropie, les atomes, la matière, la mécanique quantique, les mesures de longueur, la température, le vide, l'espace, le néant et compagnie. Dans le troisième chapitre, il nous parle des rayonnements et des radiations. Donc, toujours aussi simplement, il définit ce que sont les ondes radio, les micro-ondes, tout ce qui est infrarouge, ultraviolet, rayons X, rayons gamma, la radioactivité, etc. Il nous parle dans le quatrième chapitre du réchauffement climatique. Donc ça, c'est aussi un chapitre très intéressant. Je suis en train un petit peu de bosser dessus aussi parce que c'est... Enfin voilà, comme c'est un sujet un peu controversé, ça peut être très intéressant de redéfinir les termes de base. Et on se rend compte que les médias mainstream en fait ont tendance à simplifier un petit peu trop et à faire des amalgames. Donc voilà, ce qui peut conduire à des conclusions erronées, ce genre de choses. Et puis pour finir, il nous parle tout un chapitre sur la convergence des nouvelles technologies. Donc nanoparticules, la biologie moléculaire, l'informatique, la cybernétique, la singularité technologique et le transhumanisme, etc., etc. Donc voilà. En gros, un petit peu on a fait le tour du bouquin. Et là, je vais plutôt attaquer ce qui concerne le monde de la recherche. Donc je vous en ai parlé un petit peu avant. Maintenant, voilà, je vais essayer ça risque d'être peut-être un peu long. Donc je sais pas, je crois que je vais peut-être diviser la vidéo en deux parties parce que c'est vrai que souvent quand les vidéos sont un peu trop longues, les gens ont tendance à décrocher. Je vois ça sur
les statistiques de visionnage. Bon, en général, un quart d'heure, 20 minutes, ça le fait. Quand ça excède les 20 minutes, ça devient un peu plus compliqué. Enfin bref. Donc en fait, pour commencer, hein, ce monsieur nous parle donc du monde de la recherche. Il nous dit que le monde de la recherche est en lien donc avec tout ce qui est sphère politique et économique. En fait, à l'origine, on se rend compte que la science, son but était de connaître la nature. Et puis à partir du 19e siècle, elle débouche plus sur des réalisations pratiques et concrètes. Et si on prend la science aujourd'hui, donc on pourrait éventuellement plus parler de technoscience, mais qui est financée par le marché, et donc par conséquent qui est accolée à la logique néolibérale. Voilà. Alors en fait c'est par Galilée en fait, hein, la méthode expérimentale a été introduite par Galilée. Donc je rappelle Galilée, les dates, donc il est né en 1564 et mort en 1642. Donc cette méthode expérimentale, c'est ce qui a marqué en fait l'entrée de la science dans la modernité. Donc en fait on devait valider les énoncés scientifiques. Donc c'est-à-dire qu'en fait les gens à cette époque-là produisaient une théorie. Et à partir de cette théorie, ils faisaient des expériences pour reproduire les phénomènes et les comparer à la théorie. Donc pour voir si c'était valable ou pas. Donc après, en fait, on va aussi formaliser la science en introduisant les mathématiques, autres que la géométrie. Donc ça va permettre de l'écriture des lois physiques à caractère explicatif et prédictif. Donc c'est-à-dire que ce qui est nouvelle théorie, en fait, nouvelles théories scientifiques ne vont pas invalider totalement les précédentes, mais soit les généralisent ou les complètent. Bon, par exemple, quand on prend les principes de mécanique classique, donc qui ont été établis par Newton, on se rend compte que les lois de Newton sont adéquates pour décrire le mouvement des corps dont la vitesse est faible comparée à la vitesse de la lumière. Donc, par exemple, la vitesse d'une voiture ou ce genre de choses, c'est assez faible par rapport à la lumière. Donc, par contre, pour un corps qui se déplace à des vitesses très élevées, donc proche de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, il faut faire appel à la théorie de la relativité restreinte, qui en fait bouleverse les conceptions classiques d'espace et de temps de la loi de Newton. Donc, vu que la loi de la relativité restreinte est plus aboutie au niveau du concept, elle conduit en fait aux mêmes prédictions que la mécanique newtonienne pour les petites vitesses. Donc en fait, les scientifiques voient dans les techniques en fait le moyen d'intégrer de nouveaux faits dans leurs expérimentations. Donc, du coup, en fait, les techniques vont bénéficier des avancées de la science. Par exemple, la machine à vapeur, quand on prend la machine à vapeur, au départ, elle a été développée empiriquement par des artisans, des industriels, et ensuite, on a pu l'améliorer progressivement, justement grâce au progrès de la thermodynamique. Donc, la science est intervenue pour améliorer la machine à vapeur. Donc, bonjour. C'est un endroit un peu touristique, hein. Je fais une petite pause, mais il y a
des gens qui passent à vélo. Essayer de pas trop les filmer. Donc où j'en étais, ouais. Donc en fait de là on va passer au XVIIIe siècle et surtout XIXe. On va assister donc à un enchevêtrement de la technique et de la science. Mais à ce moment-là elles ne font pas fusionner encore. C'est en fait cette interpénétration donc, de la science et de la technique va culminer au XXe siècle. Par exemple, quand on prend l'énergie nucléaire civile, donc c'est un savoir-faire sophistiqué qui allie une parfaite maîtrise technique. Donc les liens économiques qui se nouent à partir des années 50 entre science et industrie estompent l'opposition entre la technique et la science.